Bienvenue à Histoire révélée. Aujourd'hui, dans cet épisode captivant, nous plongerons dans la colonisation du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une période riche en défis et en découvertes. Nous vous emmènerons à travers les célébrations du centenaire de la région, où le passé prend vie grâce à un pageant historique grandiose recréant les moments marquants de notre histoire. Nous explorerons aussi la création des couleurs saguenéennes et du drapeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, symbole de fierté et d'identité régionale. Également, nous voyagerons à travers l'évolution des instruments de recherche en archivistique, passant d'inventaires manuscrits aux bases de données numériques, révolutionnant ainsi l'accès à notre patrimoine. Rejoignez-nous pour un voyage fascinant à travers le temps, où passé et présent se rencontrent pour célébrer l'héritage unique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'ouverture de la région du Saguenay en 1838 s'inscrit dans un contexte de manque de terre pour les Canadiens français. L'historien Maxime Fleury nous explique les motivations des colons, les défis de la colonisation ainsi que les conditions difficiles auxquelles ils ont dû faire face. Dans quel contexte se fait l'ouverture de la région en 1838? Ça se fait dans un contexte de manque de terre dans la vallée laurentienne, Charlevoix, Québec essentiellement. Et puis, c'est que la reproduction de la famille, à l'époque, ça se faisait sur la même terre. Le père établissait ses enfants sur la même terre, donc il n'y en avait plus, essentiellement. Donc, on n'avait pas le choix de se tourner vers d'autres terres. Et puis, ça se fait aussi dans un contexte d'immigration massive des Canadiens français qui découle aussi du manque de terre en grande partie. Et puis, on est aussi après la rébellion des Patriotes. Donc, on veut étendre la nation canadienne-française en dehors de la vallée laurentienne. Le Saguenay est un territoire tout désigné pour ça, parce qu'à l'époque, on disait ben, c'est le grenier de la province. Bon, après, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas tout à fait vrai. Mais il y avait un obstacle majeur, d'ailleurs, c'est qu'on ne pouvait pas coloniser la région. Ça appartenait à la Compagnie de la Baie-du-Tson. Donc, c'est pour ça la Société des 21, qui est représentée ici avec Alexis Simard, ils ont affrété une goélette et puis ils sont emmenés ici. Mais ils n'avaient pas le droit de défricher. Parlons un peu de la Société des 21. On sait que dans la région, c'est un peu l'image mythique de la descendance, l'ascendance de tout le monde. Il faut dire que c'est pas les seuls à être arrivés, c'est pas les seuls qui sont restés. Non, c'est surtout pas les seuls qui sont restés, parce que quand ils sont arrivés, la plupart sont pas restés très longtemps, puis il y en a environ une douzaine sur 36 qui sont vraiment restés dans la région. Gérard Bouchard a bien étudié ça dans ses travaux. C'est essentiellement un mythe qu'ils ont fondé la région, et puis, en même temps, c'est correct parce que ça en prend des mythes dans une société. Oui, parce qu'en 1838, lors de l'arrivée de la Société des 21, la région est déjà habitée, que ce soit par une population autochtone qui habite depuis des millénaires à ce moment-là, mais aussi d'autres colonisateurs qui ont déjà commencé à arriver. Oui, c'est ça. Comme j'ai dit, c'était un manque de terre. Donc, les gens, ils demandaient pas la permission au gouvernement pour venir s'installer. Quand tu as besoin de terre, tu viens. Après, l'État en faisait pas beaucoup dans ces années-là, donc tu étais laissé à toi-même. Tu n'avais pas le choix de trouver une terre, même si c'était extrêmement pénible. C'était des conditions de misère absolument épouvantables qu'on ne peut pas s'imaginer, là, que ces gens-là aient traversé le parc de Québec ou le parc qui mène à Charlevoix. Ça relève de l'héroïsme. Il faut dire qu'à l'époque, le chemin idéal pour passer, c'est via la voie maritime. On ne peut pas nécessairement traverser le parc des Laurentides aussi facilement qu'on le ferait aujourd'hui. Oui, mais le problème avec ça, c'est que ça coûte de l'argent venir par bateau. Par bateau, par goélette. Ça, c'est les personnes un peu plus fortunées, mais les familles, essentiellement, sont venues à pied, avec des fois des animaux, souvent avec des enfants. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes seuls, célibataires, qui sont venus ici en premier, défricher un peu et qui ont emmené la famille, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a beaucoup de familles qui ont traversé et qui, rendues ici, c'était pas mieux, là. C'était des conditions de misère absolue. Il y avait rien, il n'y avait pas vraiment de magasin, il fallait que tu t'arranges avec les moyens du bord.
c'est des personnes qui ont été laissées à eux-mêmes. On le voit très bien. Ils disent souvent qu'il n'y avait pas eu d'aide. Puis, oui, il y avait des missionnaires, oui, il y avait des curés, mais c'est la famille qui était le lien social, puis qui était le fondement des rapports sociaux. L'encre. Oui, oui. Puis ça, c'est corroboré aussi, ces conditions de misère-là, par le rapport Crémazie en 1850, qui dit qu'essentiellement, la colonisation, si on ne fait rien, ça mènera à rien parce que les gens sont désabusés. Quand ils arrivent ici, il n'y a pas d'institution, il n'y a rien. Parce qu'il faut savoir que les gens partaient d'un régime seigneurial dans la vallée laurentienne. Ça apporte des rapports sociaux, ça, de dire, bien, il y a des corvées, il y a des gens sur qui tu peux t'appuyer, mais bon, il ne faut pas idéaliser ça non plus. Il y avait des problèmes avec ça. Ça a été aussi un mouvement assez anarchique. Les gens partaient, revenaient. C'était pas organisé. On parle beaucoup du curé Hébert, du père Honorat. C'est des figures importantes, certes, mais c'est pas nécessairement eux qui ont tout implanté. Encore une fois, c'est les familles, parce que les sociétés de colonisation, dans les faits, ça n'a pas tellement bien marché. C'est parce que, bon, pour toutes sortes de raisons, mais entre autres parce que ça reproduit les vices de spéculation qu'on dénonçait d'ailleurs. Mais il faut prendre en compte quand même qu'effectivement, les premières, je veux dire, municipalités fondées commencent à partir de leur arrivée avec le monopole de l'abbé d'Hudson à l'époque, puis ensuite celle de la Société des 21. Oui, bien, le monopole de l'abbé d'Hudson a été révoqué le 2 octobre 1842. C'est là qu'on commence à créer des municipalités plus loin qu'ici, à Chicoutimi, à Jonquière. Après ça, on fait le tour du lac. Mais oui, à force de défricher, il y a des paroisses qui se sont ouverts, mais... Des villages qui se sont créés. Oui, des villages, des liens, des relations, mais tout ça demeure un contexte quand même de pauvreté. Et puis, il y a l'industrie laitière qui a démarré environ dans les années 1890, qui a amené une certaine prospérité, mais encore une fois, c'est pas la majorité des personnes. Essentiellement, les Canadiens français ne contrôlaient pas vraiment l'économie. Merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir. Organisées en 1938, les fêtes du centenaire de la colonisation du Saguenay-Lac-Saint-Jean visaient à renforcer le sentiment d'appartenance à la région. À travers divers événements, elles ont marqué l'histoire culturelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Premièrement, Maxime, qu'est-ce qui explique le contexte des fêtes du centenaire de la colonisation du Saguenay-Lac-Saint-Jean? C'est pas juste au Saguenay qu'on a trouvé qu'on était meilleur que les autres. C'est ce qu'on appelle le régionalisme historiographique et culturel. Au Canada français, un peu partout, il y a dans les Bois-Francs, en Mauricie, en Estrie. Et puis, on décide de fêter les régions parce que dans les années 30, dans les années 20, bien, c'est un contexte difficile de crise économique, de crise sociale que bien, les élites cléricales puis les élites politiques perçoivent. L'objectif, c'est de créer un sentiment d'appartenance envers une région parce que, bon, Victor Tremblay, l'organisateur, c'est un nationaliste canadien-français, mais lui, comme d'autres, se dit « La nation, c'est bien beau, mais c'est quoi la nation, au fond? C'est une région, c'est une paroisse, c'est un lieu précis dans la nation. » Donc, c'est ça qu'on s'est dit, bien, fêtons le Saguenay, parce que ça fait 100 ans qu'il a été colonisé, selon lui, mais ça donne quand même une référence identitaire, hein, la Société des 21, les premiers défricheurs. C'est ça qu'on vient fêter, surtout. C'est des fêtes qui sont organisées par Victor Tremblay, c'est ce que tu viens de mentionner. Victor Tremblay et Antoine Desgagnés, ça, c'est une autre personne qui était dans le comité. Il y en avait plusieurs autres, mais c'est les deux principaux acteurs. Puis, le pageant qui a été fait ici, c'est Laurent Tremblay, le frère de Victor Tremblay, qui était un oblat. Donc, il a fait un pageant historique qui se décline en 3 actes. Un, le Saguenay sauvage. Bon, aujourd'hui, c'est pas une expression qu'on utilise, mais c'était essentiellement la découverte de Jacques-Cartier jusqu'à 1838. Après ça, le deuxième acte, c'est la colonisation, hein, Alexis Simard et la Société des 21 qui ont débarqué à Saint-Alexis. À
Après l'acte du Saguenay sauvage, de la colonisation, il y a évidemment le dernier et troisième acte. Bien, le Saguenay colonisé, c'est essentiellement le plus petit. C'est le Saguenay d'après le Grand Feu qui a réussi à se relever de cette épreuve. C'est le Saguenay d'après 1870 qui se relève, qu'en 1878, que Saguenay devient un diocèse, le diocèse de Chicoutimi. Donc, ça devient une ville épiscopale qui devient plus grosse avec des services. Un évêché, ça veut quand même dire quelque chose dans ces années-là. C'était du 3 juillet au 28 août, essentiellement. C'est beaucoup comme célébration, là. C'était essentiellement les fins de semaine. Il y a eu beaucoup de fêtes dans les paroisses. Savons-nous s'il y a eu beaucoup de public? Est-ce que les gens sont venus? Oui, ça a vraiment marché. Puis Victor Tremblay, le comité organisateur, ont publié dans les journaux après qu'ils étaient vraiment satisfaits. Revenons un peu à Victor Tremblay, l'homme. Est-ce qu'on peut en connaître un peu plus pour lui? On le voit à travers beaucoup de sujets. Il semble présent énormément à travers l'histoire de la région. Qui était-il? Oui, bien, c'est le fils d'Onésime Tremblay qui a été la figure centrale de ce qu'on a appelé la tragédie du lac Saint-Jean, le rehaussement des eaux en 1926 et 1928 par la compagnie Duke Price. Et puis, il est né le 23 mars 1892 à Métabetchouan, ou Saint-Jérôme, comme on appelait ça dans le temps. Et puis, il vient d'une famille de cultivateurs, essentiellement. Donc, Victor Tremblay, après ses études, est devenu prêtre. Il n'a pas été curé vraiment dans sa vie. Être prêtre et curé, c'est pas tout à fait la même affaire, là. Curé, c'est avoir une cure. Être prêtre, bien, tu peux être prêtre sans avoir de cure. Mais il a enseigné surtout toute sa vie. C'est un enseignant. Lui, il s'est revendiqué enseignant toute sa vie. Dans ses hommages, quand il est décédé en 79, tout le monde a dit que sa première vocation, c'était à être enseignant. Et puis, il a enseigné dans des écoles de rang, à Saint-Cœur-de-Marie, au Lac-Saint-Jean. Après ça, il a surtout été au séminaire de Chicoutimi, essentiellement pendant 30 ans. Et puis, il s'est investi comme historien à la Société historique du Saguenay, qui a été créée en 1934. Puis on le voit avec les écrits et les journaux, sûrement, là, les correspondances de Monseigneur Victor. Cette région-là lui tenait énormément à cœur. Bon, oui, le royaume du Saguenay, pour lui, bien, comme j'ai dit, c'est une des premières régions. Même dans une de ses conférences, ça m'a fait rire. Quand j'avais vu ça, il disait que c'est la plus vieille région du monde, essentiellement. On voit à quel point il tenait à historiciser, au fond, la région qui avait 100 ans. C'est d'y trouver des racines historiques. Bon, aujourd'hui, ça peut faire sourire, mais pour lui, c'est important de donner une histoire longue et pas seulement 100 ans. Lors des fêtes du centenaire, il y a évidemment le pageant, mais pas seulement. Victor Tremblay en profite là, pour célébrer le Saguenay-Lac-Saint-Jean à son entièreté à travers différents médiums. Oui, dans les journaux. Et puis, Victor Tremblay, c'est un amateur d'art aussi. Fait que même lui, il a fait des aquarelles, puis il était vraiment investi là-dedans. Puis il y a aussi le drapeau. Mais c'est quand même important parce qu'à l'époque, le Québec n'avait même pas de drapeau encore. C'est quand même un geste assez significatif. Et puis, il y a eu l'hymne régional, que ça aussi, c'était pas commun. Hein? François Guérard, dans son livre sur les chansons d'avant 1960, il dit que c'était pas commun, ça existait quasiment pas des hymnes régionaux. Et puis, Victor Tremblay, il a écrit un livre aussi, son histoire du Saguenay, des origines jusqu'à 1870. Il était supposé faire une suite, mais c'est pas devenu. Parce que dans sa pensée, pour lui, il dit dans ses conférences, il le dit souvent, que pour fêter, pour célébrer une région, il faut la connaître. Puis, bon, pour aimer quelque chose, il faut la connaître. Donc, il a écrit une histoire que les gens devaient lire. Ça a été bien reçu dans les écoles, ça a été distribué, il y a des factures, il y a des bons de commande dans les archives de la Société historique. Puis ça faisait vraiment partie du programme du centenaire
de distribuer de livres pour connaître la région. Merci beaucoup, Maxime. Bonjour Sarah-Jeanne. Aujourd'hui, on discute d'une différence qui peut sembler un peu technique, la différence entre un fonds d'archives et une collection d'archives. Un fonds d'archives, c'est un ensemble de documents qui ont été produits ou reçus par une même personne ou une même organisation. Mais une collection, c'est un regroupement, on va dire, plus artificiel, dans le sens où les documents proviennent de sources différentes, mais ils ont été regroupés pour une même raison parce qu'ils partagent une caractéristique commune, comme un thème en commun ou un même support. Mais je te dirais que l'ensemble, ce soit un fonds ou une collection, pour nous, ça ne fait pas vraiment de différence. Puis le traitement va être plutôt similaire, puis pour les deux, on va produire un instrument de recherche. Qu'est-ce que c'est un instrument de recherche? C'est un outil qui contient les descriptions du contenu du fonds ou de la collection. De plus en plus, les instruments de recherche se présentent sous la forme numérique, comme une base de données. OK. Puis justement, là, aujourd'hui, pour l'exercice, j'ai cherché dans le fonds du Centenaire du Saguenay, avec le mot-clé Pageant, j'ai trouvé le scénario du spectacle de 1938. Oh, le scénario original! Oui. Outre les bases de données qui doivent faciliter grandement la vie des chercheurs, quel autre type d'instruments de recherche existe-t-il? Bien, c'est sûr que nous, on a été fondé en 1934, donc on a vraiment vécu toutes les sortes d'instruments de recherche. On a eu, les Cardex, comme tu as ici. Oh, c'est tout écrit manuscrit? Exactement. On avait aussi des microfiches. Des instruments papier, comme celui-là, c'est justement l'instrument de recherche du fonds du Centenaire du Saguenay. Ça devait compliquer la vie des chercheurs, j'imagine, chercher de façon analogique. Bien, c'est sûr que c'était peut-être un petit peu plus long parce que quelqu'un qui voulait faire une recherche dans plusieurs fonds d'archives différents devait consulter plusieurs instruments de recherche. Alors que maintenant, c'est une base de données centralisée. Oui, c'est vraiment ce qu'on fait en ce moment. Là, on essaie de centraliser toutes les descriptions des archives traitées dans une même base de données qui est accessible sur notre portail en ligne. Présentement, la Société historique du Saguenay a combien de fiches en ligne? Je te dirais qu'on doit être rendu en ce moment là, à environ 180 000 descriptions. C'est quand même un nombre important. Oui, ça représente beaucoup d'heures de travail. Effectivement. Est-ce que les chercheurs ont toujours besoin de se déplacer pour venir consulter sur place? Nous, ce qu'on conseille, c'est de commencer la recherche chez soi avec le portail de recherche en ligne, puis de cibler les documents qu'on souhaite consulter, de nous faire parvenir la liste par courriel. Puis nous, on prépare les documents. Puis quand le chercheur arrive, les documents sont déjà prêts pour la consultation. Puis on va être là aussi pour accompagner le chercheur s'il a besoin de faire des recherches complémentaires. Et n'importe qui peut se présenter pour venir consulter des documents? Oui, n'importe qui, chercheur, citoyen, généalogiste, tout le monde est bienvenu et c'est gratuit. Merci beaucoup, Sarah-Jeanne, pour ces informations. C'était très intéressant. Le drapeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean est un symbole fort de l'identité régionale. Son histoire remonte aux années 30, alors que Monseigneur Victor Tremblay réfléchit aux couleurs qui représenteraient le mieux la région et ses habitants. À quel moment s'amorce la création des couleurs de la région, mais par le fait même du drapeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean?
C'est vers l'année 1934 que Victor Tremblay commence sa réflexion, en fait, pour déterminer des éléments distinctifs qui caractérisent la région. Il faut penser que c'est durant sa volonté de régionalisme et d'identité saguenayenne, et son choix s'arrête sur 4 couleurs précises. Et il faut se remettre dans l'époque pour bien saisir leur signification. Alors d'abord, le vert, qui représente les forêts, donc l'industrie forestière, qui est un élément essentiel dans le développement de la région. Le jaune, qui représente l'agriculture, en fait, qui est un aspect fondamental pour les familles de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, première source d'alimentation, mais aussi première source de revenus pour plusieurs. Le rouge, qui représente les habitants et la foi chrétienne, évidemment, leur vivacité, leur fierté. Et finalement, le gris, qui représente l'industrie et le commerce, qui est en plein essor en 1938, comme l'hydroélectricité, l'aluminerie, l'industrie touristique également, avec nos lacs et nos rivières, et aussi les marchands locaux, qui sont de plus en plus nombreux. Quand on parle de choix des couleurs et de leur disposition, ça a été fait avec une grande rigueur en respect de l'autorité héraldique du Canada. En art héraldique, en fait, en résumé, c'est qu'il y a quand on parle des couleurs, il y a des règles à respecter, des symbolismes bien précis pour chacune des couleurs. Par exemple, des couleurs qui sont trop similaires ou qui sont incompatibles ne peuvent être superposées. C'est le cas du jaune et du gris qui ne peuvent être mis côte à côte. Il y a également des règles à respecter en termes de symbolisme. Monseigneur Victor Tremblay a créé le drapeau du Saguenay avec une croix à l'intérieur. En fait, oui, ça symbolise la foi chrétienne, hein, évidemment, mais aussi Victor y voyait la représentation de nos lacs et de nos rivières dans la couleur grise, qui croise toutes les couleurs du drapeau et qui touche tous les aspects de la vie de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'eau qui est si fondamentale à leur quotidien. Et sa création, en fait, et les choix des couleurs ne s'est pas fait sans réflexion. Victor Tremblay a fait affaire à Bourrugue-Pelletier, qui est un spécialiste de l'art héraldique, bien connu au Québec et dans la région à l'époque. En fait, il a participé à la création du drapeau du Québec en 1948. Monseigneur Victor Tremblay crée le drapeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1938. Et on est la seule région, il faut être fier, on est la seule région qui a un drapeau qui représente les habitants d'ici, reconnu officiellement par le gouvernement du Canada. Alors oui, Victor Tremblay a enregistré comme droit d'auteur l'image du drapeau, mais également les couleurs saguenayennes comme élément distinctif de la région au service des droits d'auteur du gouvernement du Canada en 1938. Autre élément de fierté, c'est qu'on est le premier drapeau, oui, qui représente une région, mais sa création précède même le drapeau du Québec et du Canada qui est en 1965. Nous l'avons mentionné, Monseigneur Victor Tremblay a enregistré le drapeau en 1938. C'est pas anodin, puisqu'il a été présenté à la population lors des fêtes du centenaire de la colonisation en 1938. Effectivement, c'est la première fois que les couleurs et le drapeau sont présentés à la population officiellement lors des fêtes du centenaire de la colonisation du Saguenay en 1938. Et les couleurs saguenayennes sont à l'honneur. Ils sont partout. On a créé des bérets, des cravates, des fanions, des médailles. Et l'élément le plus impressionnant, en fait, on a créé les robes du centenaire. Alors, c'est le costume officiel des fêtes du centenaire. C'est 78 robes différentes qui représentent les 78 paroisses qui ont participé aux fêtes du centenaire. Et chacune est distincte l'une de l'autre, donc pour représenter chaque paroisse. Elles sont créées, elles sont dessinées d'ailleurs par Madame Edmond-Louis Maltais. L'ensemble comprend 3 éléments, la robe, le gilet et le chapeau. Tout aux couleurs saguenayennes. Aux couleurs saguenayennes, absolument. Ces robes, est-ce qu'on peut en retrouver encore aujourd'hui?
En fait, à la Société historique du Saguenay, on conserve encore les croquis de chaque robe fait à la main par Madame Maltais. Et on détient également une copie d'une robe là, physique. Sinon, bien, la commande était que chaque femme de foyer, chaque mère de foyer créait chez elle la propre robe, là, donc avec leur moulin à coudre. Donc, les robes en soi sont demeurées dans les foyers, là, dans les familles particulièrement. Aujourd'hui, on peut encore profiter du drapeau et de présenter notre fierté régionale à travers celui-ci. C'est le legs, en quelque sorte, des fêtes du centenaire. Le drapeau est resté vraiment le symbole depuis des années qui est resté pour nous identifier. Et le drapeau qui a flotté au pageant du centenaire aujourd'hui est conservé à la pulperie de Chicoutimi et est classé patrimonial par le gouvernement du Québec. Après les fêtes du centenaire, Monseigneur Victor Tremblay lègue ses droits d'auteur des couleurs et du drapeau à la Société historique du Saguenay. Donc, au travers l'histoire, le drapeau a été géré par des entreprises régionales, des entreprises privées régionales ou encore par des comités de bénévoles. Et depuis 2014, c'est la Société historique du Saguenay qui assure sa gestion et sa distribution. Elle joue en fait un rôle de gardien pour que le drapeau et ses couleurs conservent leur intégrité. Donc, comme l'a conçu leur concepteur, c'est-à-dire avec l'utilisation des bonnes couleurs et également l'utilisation de la bonne proportion de la croix dans le drapeau. Et aussi, on s'est inspiré de 1938. Alors, la collection du drapeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean existe depuis maintenant 2 ans. Alors, comme toi, Andréane, qui porte fièrement des chandails aux couleurs saguenéennes, mais il existe aussi toutes sortes d'objets, des sacs réutilisables, des épinglettes, des trousses, des tapis de souris, des tatouages pour enfants, des tasses, des thermos. Alors, on va partout. Et en fait, c'est pour que les gens s'approprient les couleurs et en soient fiers et l'utilisent comme ils le souhaitent. Merci Audrey pour cette belle conversation. Ça fait plaisir.